Bonjour, alors nous sommes toujours sur Eidos 64 et je suis en compagnie de Jean-François Saucy, Jean-François Saucy que l'on connaît bien, il est enseignant en humanité numérique, docteur en sociologie du numérique et de l'éducation à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et il est chercheur en laboratoire technique, alors c'est quelqu'un qu'on voit souvent à Ludovia et qu'on voit souvent à Eidos 64. Et aujourd'hui, on va parler avec lui sur le thème de l'édition, la 14e édition d'Eidos pour un numérique raisonné en éducation. Bonjour Jean-François. Bonjour Eric, un vrai plaisir de te voir à travers ce plateau télé d'Eidos qui est splendide, cela dit. Grâce à la technique, effectivement, on arrive à se voir, puisque Eidos n'est pas en présentiel, encore une fois, cette année, à cause de notre cher ami Covid-19. Alors donc, tu parlais, tu vas parler de numérique raisonné. Alors, je regarde un petit peu ta présentation et tu as proposé en gros deux parties dans ta présentation sur la manière de repenser un petit peu le modèle. Tu penses qu'il vaut mieux raisonner l'éducation et le numérique avec d'abord mettre l'humain avant la technologie, c'est ce que souvent il faut préconiser, et puis ensuite la technologie au service de l'humain. Alors est-ce que j'ai bien tout compris? Tu cites Philippe Dumas, qui évoquait une crise mondiale des systèmes éducatifs, avec une exposition précoce des enfants au numérique, qui n'est pas forcément l'idéal. Et puis ensuite, les effets pervers un peu de cette éducation et de la culture. Et donc, il y a à créer ou remonter un nouveau projet pédagogique, d'après ce que tu nous racontes. Alors, est-ce que c'est une question Donc, si, c'est une question. Alors là, en citant effectivement Philippe Dumas, lui, il évoquait en 2004 cette crise mondiale des systèmes éducatifs parce que le numérique finalement arrive en tant que trublion, et il propose déjà en 2004 d'imaginer un nouveau projet pédagogique pour gommer les effets pervers du numérique, pour reprendre ses propos, et pour utiliser au mieux les effets amplificateurs du numérique, puisqu'on constate quand on analyse les résultats des enquêtes scientifiques, des enquêtes comme OCDE 2015 par exemple, ou Prophétique 2014, qui sortent du ministère. Donc là, on connaît la fiabilité de la source, il n'y a pas de souci, qui montrent que finalement le numérique en éducation produit des résultats nuisibles, donc c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas en mettre, si on se réfère à ces enquêtes-là. Et puis d'autres enquêtes qui montrent qu'au contraire, le numérique en éducation provoque une amplification de l'apprentissage, une meilleure expérience étudiante, et qu'il faut absolument en mettre. Donc l'optique, c'était de comprendre finalement d'où peut venir cette controverse et de gommer les effets pervers du numérique ou délétères, c'est-à-dire le côté poison du pharmacon, pour aller vers un côté remède où en éducation ça correspondrait à une amplification, ce que j'aime appeler une amplification du dispositif pédagogique par le numérique. Et donc l'axe de la conférence, le fait de dire pour un numérique plus raisonné en éducation, c'était le fait d'utiliser le mot raisonné dans son assertion cognitive et non pas dans son assertion écologique ou économique. Ce n'est pas le moment de réduire l'empreinte du numérique en éducation. Au contraire, on est dans la phase d'expérimentation. J'ai évoqué les territoires numériques qui viennent apporter des millions d'euros, qui viennent concerner un élève sur 10. Donc là, on va avoir une expérimentation à une échelle énorme. Des résultats d'enquête montrent que cette jeunesse a une certaine forme d'appétence pour le numérique en éducation. Et par ailleurs, ils ont des pratiques qui viennent instrumenter ça assez naturellement. Ils apprennent beaucoup par eux-mêmes à travers le numérique. Ils renaissent par le numérique même à l'adolescence, puisqu'ils existent davantage à travers les écrans. Enfin, ils passent davantage de temps sur écran qu'à l'école. Il faut bien comprendre que le fait qu'ils passent 2 fois plus de temps sur écran qu'à l'école implique un énorme apprentissage sur écran, et le fait qu'ils se construisent différemment de nos jours qu'avant, à l'époque pré-numérique. Donc tout ça a un impact, ou du moins une influence assez marquée sur la manière dont se construit cette jeunesse et sur la manière dont ils apprennent. Donc ça, c'est un argument fort. Donc on est à une époque où il faut aller vers une inclusion plus raisonnée au sens cognitif du terme, c'est-à-dire plus judicieuse, dans le but notamment d'augmenter ce que j'ai appelé le retour sur intégration du numérique en éducation. Donc c'est un concept que
j'ai imaginé pour faire écho au retour sur investissement en économie, que tout le monde comprend, sauf que là, il s'agit du retour sur intégration du numérique en éducation. Donc il ne s'agit pas juste d'intégrer du numérique en disant ça y est, on l'a fait, on est content et c'est bien, mais il s'agit bien de l'intégrer d'une manière efficiente, c'est-à-dire de bien comprendre quels sont les prérequis pédagogiques, c'est là où on met l'humain avant la techno, les prérequis pédagogiques qui vont faire que cette intégration est reconnue comme efficiente, et non pas que par l'enseignant, mais aussi par les apprenants, et aussi éventuellement par des protocoles de test qui sont mis autour. Donc raisonner le numérique en éducation, pour moi, c'est faire en sorte d'améliorer son retour sur intégration et d'avoir réellement une efficience d'intégration, c'est-à-dire arriver à montrer sur quels critères le numérique apporte une réelle plus-value dans le dispositif pédagogique. Et pour ça, en deuxième partie, donc, j'ai proposé un modèle que j'ai appelé modèle d'amplificateur pédagogique, qui vient nous apporter 9 critères et la vision des étudiants, des enseignants et de l'institution. Donc on est au croisement de cette ligne et de ces colonnes. Et donc là, on peut voir, grâce à ce modèle, on peut objectiver finalement les apports de l'instrumentation pédagogique par le numérique. Alors, tu évoques dans ta conférence une sorte de dialectique entre technoscepticisme et techno-optimisme. Est-ce que tu peux approfondir un petit peu ce que tu expliques à peu près au milieu de ta conférence sur ces différents travaux un peu qui se télescopent, qui sont en contradiction quelque part? Alors, moi, j'en ai dit 2 mots. C'est le fait d'évoquer la controverse sur le numérique en éducation. C'est-à-dire, j'évoquais l'enquête prophétique 2014 ou OCDE 2015, qui sont régulièrement citées, parce que finalement, elles ont eu lieu à un moment donné où on analysait le numérique en éducation d'une certaine manière, par exemple sur du quantitatif, et moins peut-être sur des usages. Et puis, quand ça l'était sur des usages, c'est-à-dire qu'on avait une implémentation des analyses scientifiques, de ces protocoles scientifiques, sur des dispositifs pédagogiques qui ne se prêtaient pas à l'analyse. Et c'est là où, dans le modèle que je propose, on a la première partie de cette conférence, c'est ce que j'abordais, des pédagogies qui sont totalement compatibles avec ces technologies, c'est-à-dire que, ou l'inverse, c'est-à-dire que la technologie est totalement compatible avec ces dispositifs pédagogiques parce qu'elle vient instrumenter de l'interaction, de la collaboration, de l'accès à de l'information, etc., de la créativité, de l'engagement, c'est-à-dire des choses qui apparaissent dans certaines formes de pédagogie et qui ne sont pas dans d'autres. Et du moment qu'on ne constate pas ces prérequis pédagogiques, on constate que la technologie n'apporte pas forcément de bénéfices dans tous les dispositifs pédagogiques. Et notamment, par exemple, dans un cours assez transmissif, un cours magistral classique, on n'a pas réellement besoin de beaucoup de technologie, et quand on l'implémente, souvent elle n'apporte pas grand-chose, voire même elle détourne l'étudiant de l'objectif d'écouter. Et finalement, on en retombe au résultat de ces enquêtes qui montrent que le numérique, parfois, détourne l'attention de l'étudiant, et c'est vrai. Donc ça signifie qu'avant d'intégrer de la technologie dans un cours, il faut d'abord savoir pour quoi faire et avec quelle efficience et sur quels critères il va y avoir des apports, d'où le modèle dont j'ai parlé et que j'ai conçu autour de cette revue de littérature que j'évoquais tout à l'heure. Et alors, aujourd'hui, tu parlais également des territoires numériques en éducation et puis les sommes importantes qui sont dégagées pour, notamment, pour la plupart, investir dans du matériel et des ressources. Est-ce que justement le préalable, c'est ce que tu dis, est-ce que c'est toujours bien fait aujourd'hui, puisque il me semble qu'aujourd'hui on a une période de maturité quelque part. On s'est rendu compte que être un techno-optimisme BA en disant ça y est, le numérique nous tombe dessus en classe, ça va révolutionner les choses. Et puis d'un autre côté, on avait des pédagogues qui expliquaient que non, quelque part, si on met pas un peu de pédagogie au milieu de tout ça, ça ne va rien faire. Donc tu parlais de transmissif, de mettre des gens, des élèves devant un tableau, certes numérique, ça va pas changer grand-chose en termes d'efficience, donc de système. Est-ce qu'on est quand même aujourd'hui pas conscient justement que on est arrivé à maturité quelque part, ça fait quand même plus de 30 ans que l'on parle de numérique dans l'éducation, que
plusieurs technologies ont été mises en œuvre, qu'il y a plusieurs expériences sur les territoires en France ou ailleurs, hein, d'ailleurs dans d'autres pays ont été faites, et que est-ce qu'il n'est pas grand temps maintenant, alors tu proposes un modèle d'intégration, mais est-ce qu'il n'est pas grand temps d'arrêter, hein, peut-être de réitérer ces petites erreurs, hein, qu'on a fait régulièrement en pensant que de technologie et non pas pédagogie. Oui, de toute façon, ça fait partie du modèle, hein. C'est-à-dire que dans le modèle, il y a les critères d'efficience, mais il y a aussi finalement cette vision de la controverse à travers cet amplificateur, hein, qui est un amplificateur classique avec un micro et un haut-parleur, dans lequel on rentre du son et le son ressort. Si on rentre un bon son, on a un bon son en sortie amplifié, et puis sinon, si on rentre des parasites, on n'a pas envie d'écouter ce qui se passe en sortie. Et donc, si finalement cet ampli, c'est une allégorie de la technologie éducative qu'on intègre en classe, si on rentre une mauvaise pédagogie dedans, enfin pas une mauvaise pédagogie, mais une pédagogie qui finalement n'est pas compatible avec la technologie, ou l'inverse, si la technologie n'est pas compatible avec la pédagogie, en sortie, on n'aura pas un signal pédagogique qu'on aura envie de suivre, d'où le désintérêt des étudiants et finalement l'inefficience du dispositif, et toute enquête scientifique le relèverait. Maintenant, le modèle, ce qu'il montre, c'est que pour arriver à cette efficience, c'est-à-dire finalement ce que Thierry Karsanti appelle l'art d'enseigner avec les technologies, que je citais ce matin, cet art d'enseigner avec les technologies nécessite une formation à 3 volets. C'est-à-dire que dans ce modèle, j'indique bien que pour parvenir à cette efficience, il y a un volet. Alors, j'omets le volet didactique, le volet disciplinaire, pardon. Le volet disciplinaire, c'est par exemple le prof de physique qui continue de se former aux évolutions de sa matière. Ça, les profs le font bien, et en général, ils sont au fait de leur matière, c'est pas le souci. Maintenant, par contre, ça peut être moins sur les méthodes pédagogiques, puisque finalement, l'enseignant est parmi les seuls professionnels à être assez peu formé à exercer son métier. Il faut en avoir conscience. La formation d'enseignant est quand même assez maigre. Donc, ce qui fait que, disciplinairement, on est costaud, mais comprendre ce que c'est qu'animer un cours, c'est peut-être des dimensions sur lesquelles on est moins accompagné. Et c'est dommage. Donc, formation à la pédagogie. Et là, notamment, il faut aller vers les pédagogies compatibles avec la technologie. C'est-à-dire des pédagogies qui vont facilement se laisser amplifier par le numérique. Qui sont classiquement les pédagogies actives, hein, mais dans une assertion assez large, sur lesquelles j'ai donné quelques grandes idées ce matin. Donc, premier volet, la pédagogie, avec cet art d'enseigner avec les technologies, c'est-à-dire cette pédagogie orientée technologie. Le deuxième volet, c'est un volet sur la culture numérique, puisque de nos jours, en fait, l'école, elle a quand même pour mission de former le citoyen numérique de demain, avec des dimensions multiples, en dehors de l'outillage numérique, c'est-à-dire faire en sorte que le citoyen il ait une forme de capacitation numérique, de capacité à interagir dans un monde connecté, certes, mais il faut qu'il en comprenne les enjeux, qu'il en comprenne les règles, etc. Et le numérique apporte des dimensions très complexes et très vastes de citoyenneté numérique à comprendre, à décortiquer. Hein. Je parle de l'EMI, hein, notamment le fait de décortiquer une information, le fait de gérer ses données personnelles et au-delà. Tout ça doit être connu par les enseignants pour qu'ils puissent le véhiculer au sein de leur cours, puisqu'on ne peut pas enseigner ça à titre d'une seule matière qui verrait 2 heures par semaine, ça ne serait pas suffisant. Ça serait bien, mais pas suffisant. Donc ça veut dire qu'il faudrait aussi qu'on en entende parler dans tous les autres cours, au même titre qu'ils entendent parler, par exemple, de français. C'est-à-dire qu'en cours de physique ou de maths ou de n'importe quelle matière, si un élève commet une faute de français, il va être corrigé par l'enseignant. Donc ça signifie qu'à un moment donné, il a fait une parenthèse de français, alors que son cours porte sur toute autre chose. Et de la même manière, en fait, il faudrait être capable, au niveau de notre corps enseignant, de faire aussi de la culture numérique pendant leurs cours, en parallèle, c'est-à-dire ce qu'on appelle en curriculum caché, au moment où ça s'y prête. C'est-à-dire que s'ils sont en train de faire une activité qui se prête à parler, par exemple, de données personnelles, autant faire un aparté où l'enseignant va être capable de faire une parenthèse de 5-10 minutes pour aborder ce point-là. Ça nécessite du temps, ça nécessite de la formation. C'est un modèle à repenser. C'est pour ça que ma conférence ce matin commençait par repenser la forme scolaire, par valoriser l'isomorphisme pédagogique. C'est-à-dire tant qu'on ne formera pas les enseignants comme ça à l'école, quand plus tard ils deviendront enseignants, bien entendu, s'ils ne l'ont pas vécu en tant qu'élèves, ils auront du mal à propager le modèle. Donc ça signifie repenser un grand nombre de choses pour avoir finalement un corps enseignant qui va être formé naturellement à tout ça, et pas forcément qu'en formation continue. Et puis le troisième volet, c'est ce qui a déjà été fait sur ces 10, 15, 20 dernières années, c'est finalement accompagner les enseignants à connaître la technologie et à être capable d'appuyer sur les bons boutons pour faire les bonnes actions. Mais le problème, c'est que si j'en reviens à mon modèle de l'amplificateur,
si on apprend à un enseignant à monter le volume de l'amplificateur, mais qu'en entrée, le signal est mauvais, en sortie, on aura un signal encore plus désagréable à écouter. Donc, il ne s'agit pas juste de savoir manipuler l'appareil, il faut encore être capable de développer cet art d'enseigner avec les technologies, pour reprendre les propos de Karsanti. Donc monter le volume, c'est bien, mais d'abord, il faut mettre un bon signal en entrée, et ce signal-là, c'est la pédagogie qui active cet art d'enseigner avec les technologies. Voilà les 3 volets sur lesquels il faut arriver à accompagner les enseignants, et c'est pour ça que la formation, jusqu'à présent, n'a pas réellement produit beaucoup de résultats, parce qu'on a beaucoup insisté sur les technos, c'est-à-dire montrer comment fonctionne le matériel, mais assez peu sur les pédagogues et sur la culture numérique. Alors, tu as quand même fait t'as pris parti dans cette conférence, et face à la croissance, je dirais, de la multiplication des écrans et de leur utilisation par les jeunes aujourd'hui, tu le précises en début de conférence, tu ne remets pas en cause en fait cette surconsommation de numérique, et tu préfères proposer une intégration, alors que certains aujourd'hui commencent à se dire, mais attention, où va-t-on? Alors tu le précises quand même dans l'aspect matériel, l'aspect conservation de la planète, et dans cet objet du numérique responsable, tu choisis de ne pas dire il faut peut-être un peu limiter la consommation, y compris à l'école, mais plutôt essayer de mieux appréhender. C'est ce que j'ai bien compris ça, et pourquoi? Oui, tu l'as bien compris. Alors déjà, c'était mon parti pris parce que d'autres étaient plus spécialistes que moi sur les dimensions écologiques et économiques, et donc les ont traités. Donc moi, j'ai rappelé en début de ma conférence les critères que j'ai recensés, puisqu'on étudie toujours les données de contexte avant de faire une recherche. Donc les données de contexte, pour moi, c'était de voir le côté poison du numérique avant d'en étudier les côtés remèdes et les apports. Donc j'ai fait un recensement de tout ce qui me semblait relever de l'inconvénient du numérique. Donc j'ai relevé 2 dimensions qui sont dans mes diapos du matin. Une dimension qui est très macro, une dimension qui est micro, sur lesquelles on a la possibilité d'activer des leviers. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est pas le moment. C'est-à-dire que vu tout ce qui se passe à l'heure actuelle, ça fait 20 ans qu'on doit réinventer un projet pédagogique à l'ère numérique, et qu'on l'a toujours pas fait, ou du moins fait à petite échelle, etc. Et maintenant, il faut inventer un modèle de forme scolaire, c'est-à-dire passer à l'échelle. On a une jeunesse qui a réellement changé, c'est ce que je disais tout à l'heure, et il faut se rendre compte qu'ils passent énormément de temps sur écran. Ils passent le quart de leur vie sur écran. Ayez ça en tête, les jeunes passent le quart de leur vie sur écran. C'est quand même pas rien. Les écrans, on les forme plus que l'enseignant, c'est et les écrans les forment plus que l'enseignant, et ils apprennent tout ce qu'ils apprennent sur le numérique, et de manière informelle, majoritairement. Très grande majorité est informelle, c'est-à-dire que finalement, ils l'apprennent sans l'école. Peut-être qu'il vaudrait mieux que ce soit avec l'école, pour le faire d'une manière plus efficiente. C'est-à-dire qu'ils apprennent énormément par écran. Maintenant, on aimerait aussi socialement qu'ils apprennent certaines choses. Et donc, ça veut dire que l'école doit les accompagner sur ces dimensions-là. Et c'est pour ça qu'elle doit elle-même se doter de l'outil numérique et l'intégrer, ce qui n'est pas encore réellement fait. C'est-à-dire que le résultat de mes recherches montre que majoritairement, du collège à l'université, de la 6e à Master 2, c'est l'amplitude de mes études, en termes de niveau scolaire, les résultats montrent, c'est sur Pau, donc là, Edo c'est en palois, donc ça signifie que ces résultats ont d'autant plus de valeur qu'ils sont sur ce terrain-là. Ces résultats montrent que, en tout cas ici, mais l'enquête est faite pour être facilement transposable au niveau national sur la qualification de la population étudiée, montre que l'école ne s'est pas encore emparée du numérique, clairement. Donc, bien sûr qu'on a des enseignants qui font des choses très réussies, des très bonnes intégrations, etc. Mais ce n'est pas un modèle à l'échelle, c'est-à-dire que ça reste des cours de niche à certains endroits. Et ce que ça relève surtout, c'est un émiettage, c'est-à-dire que l'expérience étudiante, si on se met dans la peau d'un étudiant, enfin d'un élève, ou d'un étudiant, puisque ça va du 6e à Master 2, eh bien, il a des cours classiques sans numérique, très souvent, et puis de temps en temps, un cours qui change radicalement, avec un enseignant qui fait de l'interaction, qui intègre des outils numériques, qui le fait apprendre d'une manière différente. Alors, des fois c'est bien, des fois c'est peut-être moins bien fait, parce que des fois j'ai eu des retours très critiques aussi là-dessus par des étudiants, mais souvent c'est bien fait quand même. Et donc, pour eux, ça leur fait une expérience émiettée. C'est-à-dire, quand ils ont une expérience d'apprentissage avec le numérique, elle est très ponctuelle dans le cadre de leur cursus de formation. Donc, classiquement, retenez quand même que
L'école ne sait pas encore, l'école au sens large, hein, je ne parle pas l'école de la République, hein, collège, lycée, université, peut-être en dessous, mais là je n'ai pas enquêté donc je ne peux pas en parler. L'école, globalement, de la République ne s'est pas réellement emparée du numérique en éducation. Puisqu'elle n'écoute pas la recherche, l'éducation nationale, puisque bon, tu parles de Thierry Carcenti, tu parles d'André Tricot, bon, tu parles de tes travaux, hein, c'est pas d'hier hein, que ça date. Donc tout ça, plus ou moins, moi je l'ai vu, soit dans tes conférences, soit dans celles des chercheurs que je viens de citer, et on dirait que ben on n'a pas encore intégré ça. Est-ce que il y a un souci à ce niveau-là? Est-ce qu'on est toujours dans des modèles de consommation, de promotion hein, du numérique et non pas justement de cette fameuse intégration que tu préconises? Après, il peut y avoir des causes multiples et effectivement, dans mes résultats d'enquête, il y a certaines bribes d'informations qui sont intéressantes et qui doivent être réinvestiguées. J'ai un projet de recherche numéro 2 sur le même aspect post-Covid, justement pour voir aussi l'influence du Covid sur l'intégration et la persistance de certaines expériences numériques ou pas, parce qu'il y a eu de l'intégration forcée pendant le Covid. Peut-être qu'elle va laisser des traces ou qu'au contraire, la majorité des enseignants vont décider de retourner à leurs anciennes habitudes. Et ça, on le saura uniquement en mettant une enquête d'envergure et si possible assez similaire de manière à pouvoir comparer les résultats 2017 avec peut-être, je l'espère, 2022 ou 2023. Ça dépendra du Covid. Et donc, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que finalement, ce qu'on évoquait en 2004 ne soit toujours pas en place? Alors certes, il y a des investissements, peut-être pas suffisamment concomitants avec de la formation. Peut-être que quand on parle de formation enseignante, elle n'est pas suffisamment ciblée sur les réels besoins des enseignants. Et là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire former à la technologie, c'est une chose, mais si on forme juste à la technologie, potentiellement, si le dispositif pédagogique n'est pas adapté, on va faire de mauvais cours avec le numérique. Et c'est ces cours-là qui ont été analysés par les enquêtes qui ont produit des résultats montrant que le numérique, il faut absolument l'enlever en éducation. Alors que quand c'est bien fait, finalement, on montre tout l'opposé. Donc le tout étant de savoir intégrer correctement une intégration raisonnée du numérique en éducation pour que ce soit efficace. Et comme ce n'est pas le moment de le réduire, parce que tous les moyens sont mis en œuvre, les territoires numériques éducatifs, c'est quand même une aubaine hein, sur une douzaine de territoires, avec des millions d'euros, mais c'est 170 millions d'euros de mémoire, hein, et puis un élève sur 10 concerné. Donc on a ça qui arrive, on a des étudiants qui sont volontaires, il faut tenter une intégration raisonnée. Donc maintenant, pourquoi ça n'a pas fonctionné jusque-là? J'ai cité quelques causes, il peut y en avoir d'autres, et notamment de passage à l'échelle. C'est-à-dire quand on dit que ça n'a pas marché, moi je vous donne une image peut-être un peu pessimiste, mais c'est une vision globale. Mais au niveau local, sur des projets d'établissement, sur des projets de département, de région, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui marchent très bien. Mais simplement, c'est comment fait-on pour qu'une expérience qui marche à une échelle locale puisse remonter à un niveau national? Alors je vais vous donner un chiffre qui va vous donner une image explicative peut-être de la non-réussite à l'heure actuelle encore de ce passage à l'échelle. Je ne sais pas si ceux qui regardent cette vidéo ou qui écoutent savent qu'en France, une personne sur 4 est à l'école de la République. Une personne sur 4. Donc vous divisez la France en 4 en termes de population, vous en prenez un quart et ils sont à l'éducation nationale. En tant que prof, en tant que personnel, tout métier confondu, ou en tant, bien sûr, qu'étudiant, élève, tout niveau scolaire confondu. Une personne sur 4, un Français sur 4, est à l'école de la République. Donc ça vous montre l'échelle de ce que représente l'éducation en France. Et du moment qu'on a ça en tête, mettez-vous à la place des décideurs politiques qui doivent décider pour un volume aussi important de gens, comment faire pour que des choses qu'on sait a priori marcher par la recherche ou par l'expérimentation puissent passer à l'échelle. Imaginez le nombre d'enseignants qu'il faut former, qu'il faut faire évoluer dans leur carrière et dans leurs pratiques. Quand c'est des pratiques qui sont ancrées depuis des dizaines d'années, imaginez changer son geste professionnel, à quel point c'est difficile. Donc ça nécessite des accompagnements très fins et réellement bien faits pour que l'enseignant adhère. Donc ça peut se faire, mais ça a une complexité très importante par le volume et par le fait qu'un accompagnement professionnel, c'est une tâche délicate qui doit être faite par des gens très aguerris au message, c'est-à-dire aux nouvelles formes pédagogiques, il n'y en a pas tant que ça,
aux nouvelles technologies, il n'y en a pas tant que ça, à la culture numérique, parce qu'il faut posséder ces 3 volets pour pouvoir réellement former correctement un enseignant à aller vers ces pédagogies instrumentables, et puis après instrumenter. Donc ça signifie qu'on n'a peut-être pas réellement suffisamment de gens qui soient en capacité de faire ces formations, ensuite qui soient réellement mobilisés pour les faire, et puis après, finalement, qu'on mobilise des enseignants qui ont été formés pour arriver à transmettre ce message pour passer à l'échelle, puisqu'on ne peut pas se concentrer uniquement sur ce petit pool d'enseignants, petit entre guillemets, hein, il faudrait les quantifier. Donc ça signifie, pour faire un passage à l'échelle, que c'est plusieurs niveaux de formation qui vont se réaliser avec des enseignants de départ qui vont en former d'autres, etc. Et c'est cette échelle-là qu'il faut planifier sur X années, c'est-à-dire avoir un projet finalement de long terme. Et puis surtout, ce que j'évoquais ce matin, c'est arriver à former d'ores et déjà les futurs enseignants. Parce que là, on est en train de passer encore dans l'école des profs, hein, les SP, etc., les INSP, peut-être encore à côté, parfois, de la formation qu'ils devraient réellement avoir pour arriver à former le citoyen numérique de demain. C'est-à-dire déjà, d'ores et déjà, là, arriver à avoir une formation qui soit au niveau de ce qui est attendu d'ores et déjà. Alors, tu proposes la formation comme réponse, mais tu disais toi-même, en posant la question, hein, de savoir en gros comment on sortirait vainqueur d'expérience Covid-19, hein, qui a quand même montré un peu les limites. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, alors est-ce que c'était un manque de formation ou est-ce que c'était un peu trop demandé à chacun, aussi bien enseignant que élève, à être connecté en permanence pour que la continuité pédagogique puisse s'opérer, hein, qui était l'injonction ministérielle. Deuxièmement, on voit dans le monde que le numérique enveloppe le système éducatif. Hein. On est au sein d'une société qui est numérique et on voit les dérapages qui peuvent être envisagés. Hein. On parle de monde virtuel de plus en plus virtualisé. Hein. Je parle des projets de métaverse, par exemple. Je parle de ce qu'on a vu sur l'addiction chez les jeunes et puis les dangers que ça peut représenter. Il y a certains psychologues et même éducateurs qui commencent à dire attention. Et puis on a vu, en termes politiques, carrément, donc une politique éducation nationale, dire voilà, on interdit le smartphone à l'école parce que c'est trop immersif, c'est trop dangereux. On a des élèves qui sont de plus en plus zappeurs. Hein, on parlait de la consommation d'écran dans la journée. Alors on en parlait à l'époque des jeux vidéo, on en parle aujourd'hui dans les smartphones. On voit les photos des jeunes qui sont toujours accrochés à leur smartphone et qui ne communiquent même plus entre eux. Est-ce que justement ce fameux numérique responsable, est-ce que ce citoyen numérique que tu évoques, et puis cet effort d'intégration, on n'a pas un risque de dire l'école va dire non, on va arrêter ça parce qu'il y a des limites et on n'arrive plus à maîtriser le chantier. Oui, effectivement. Alors, plusieurs éléments de réponse. Peut-être en premier lieu, effectivement, déjà dans la citation que tu reprenais de Philippe Dumas, il disait déjà en 2004 qu'il fallait gommer les effets pervers du numérique et que pour ça, le meilleur moyen, c'est d'avoir un projet pédagogique qui permette d'amplifier les bons côtés. Si ce projet pédagogique a lieu, ça signifie qu'on va davantage parler de culture numérique. Et dans cette culture numérique, il y a justement cette éducation au développement personnel par le numérique, c'est-à-dire faire en sorte que les élèves soient conscients de ce qu'ils font avec leurs écrans, des bénéfices que ça apporte, mais aussi des effets pervers, de la surconsommation, de l'infobésité, etc. C'est des thématiques qui font partie de cette culture numérique. Et donc finalement, plutôt que de les laisser se débrouiller, puisque c'est peut-être un peu ce qu'on fait, si on dit « Ah ben non, à l'école, on ne va pas mettre d'écran parce qu'ils en font déjà trop à l'extérieur », ça peut être une orientation politique. Moi, je ne suis pas là pour dire exactement ce qu'il faut faire ou pour prendre parti, mais pour vous dire éventuellement les conséquences de chacun dépend de la controverse. Et c'est ce que j'étudie de manière générale. Étudier à chaque fois les différentes possibilités qui s'offrent à nous et les différents camps des controverses. Donc, il me semble que quand même les accompagner et leur faire comprendre les conséquences de leurs actes numériques, c'est une dimension importante. Ça participe du développement du citoyen numérique de demain. Et donc, ça signifie que si l'école ne le fait pas, qui c'est qui va le faire? On n'a pas le choix. Les parents ne sont pas toujours en capacité de le faire. On voit même qu'il y a des effets de rétro-socialisation, c'est-à-dire que souvent,
on affecte aux jeunes le pouvoir de former leurs aînés sur ces outils numériques, ce qu'on appelle donc la rétro-socialisation. C'est finalement quand la formation se fait en sens inverse par rapport aux générations. Donc, c'est bien le rôle de l'école. Si on veut une société dans laquelle le citoyen est connecté, mais en toute connaissance de cause, en ayant cette capacitation numérique, en étant responsable de ses actes, il va bien falloir à un moment donné avoir une médiation de ces pans numériques. Donc ça signifie que l'école aura pour mission de former ce citoyen numérique de demain, de diffuser cette culture numérique. D'ailleurs, au final, si le ministère a sorti son référentiel de culture numérique l'année dernière, c'est bien, j'imagine, dans cette philosophie-là, pour que ça puisse redescendre et qu'on ait un cadre numérique national, le CRCN, un cadre numérique national français qui définit la culture numérique que la France veut voir disséminée auprès de ces apprenants-là. Donc ça signifie que le système éducatif est missionné pour le faire. J'imagine que les territoires numériques éducatifs doivent reprendre ça à leur compte et qu'au final, on a bien ces velléités-là. Donc ça signifie que c'est le moment de le faire et effectivement, dans le fait qu'on le fasse et qu'on le fasse bien, ça signifie qu'on va sensibiliser ces jeunes à analyser leur consommation et à consommer correctement. Cela dit, maintenant, deuxième élément de réponse, et là je fais appel à mes résultats de recherche. Ces résultats de recherche montrent une jeunesse plutôt responsable. Responsable au sens où ils sont conscients de leurs usages numériques, ils sont conscients parfois qu'ils sont trop connectés, et ils mettent en place, j'ai relevé 3 stratégies de déconnexion. C'est-à-dire que en fait, finalement, il ne se gère pas si mal que ça. On a tendance, un peu trop vite, à penser que cette jeunesse surconsomme de manière totalement irresponsable. Et mes résultats de recherche, ce n'est pas ça qu'ils montrent. Ils montrent une jeunesse qui consomme, qui utilise beaucoup les écrans, ils passent le quart de leur vie. Et il y en a qui passent beaucoup plus que ça, ils sont à 9-10 heures par jour, donc c'est vraiment beaucoup, c'est-à-dire que ça va réduire leur temps de sommeil, etc. Mais pour autant, quand il faut, ils savent mettre en place des stratégies de déconnexion, et multiples. C'est-à-dire avec différents types de stratégies. Donc, j'ai l'impression quand même que peut-être ils sont plus responsables que ce qu'on pense. Bien, c'était un entretien avec Jean-François Ceci, et on a parlé de numérique raisonné ou de numérique raisonnable, puisqu'effectivement nos jeunes paraissent plus raisonnables que ce que l'on voudrait bien le penser, Jean-François. En tout cas, merci de cet entretien et à bientôt sur d'autres événements. Merci Eric pour cette interview et puis au plaisir.